Amis, nous saluons tous sur la chaîne YouTube de Feigen World et remercions tous ceux qui nous rejoignent. C'est un grand honneur et un plaisir pour vous de gagner, étant donné que c'est un nouveau format pour nous, donc un nouvel auditoire est précieux pour nous. Amis, rappelez-vous que nous sommes ici, sur YouTube, ici nos propres règles d'existence, et celui qui gagne est celui qui soutient le plus activement et diffuse les informations. N'oubliez pas de nous laisser un like, abonnez-vous à ces canaux de Fijian World, restez avec nous et bien sûr, commentez, car les sujets ont un impact direct sur l'avenir du monde. Et bien sûr, tous les sujets, nous les discuterons aujourd'hui avec Marc Figen. Bonjour Marc. Je suis ravi de vous accueillir, Alena. Je suis également ravi de vous accueillir, chers téléspectateurs de la chaîne. Marc, pendant qu'il comptait les voix fictives, inventées et jetées à Moscou en faveur du criminel de guerre Poutine. Au fait, j'aime beaucoup que de nombreux journalistes en Ukraine aient décidé de ne plus appeler Poutine président. Je me permettrai également de le nommer exclusivement Poutine. Pendant que ces voix étaient jetées pour lui, les analystes alternatifs ont calculé qu'environ 20 millions d'entre elles avaient été jetées. Des prévisions plus optimistes ou des échelles parlent de 30. En fait, il continue simplement de s'emparer du pouvoir. Qu'est-ce qui est important pour nous? Le Kremlin se tourne vers l'Occident, il regarde s'ils reconnaissent ou non, s'ils félicitent ou non. Aucun dirigeant européen, aucun fonctionnaire occidental, bien sûr, n'a reconnu ces élections comme légitimes. Pour nous, l'une des questions les plus importantes est qu'est-ce que la Maison-Blanche? La Maison-Blanche a déclaré que Poutine est toujours président après ces élections. Je cite les mots de Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis. Oui, il affirme qu'il y avait un grand manque de liberté, il y avait de l'injustice, une quantité suffisante d'injustice pendant ces élections, mais néanmoins la réalité est telle. Que cela signifie-t-il? Offre-t-il une chance de négociation ou est-ce que le pouvoir présidentiel est toujours considéré comme tel? Chers téléspectateurs de la chaîne, et l'un et l'autre, et l'un et l'autre. Parce que, vous voyez, il y avait des options de réaction qui impliquaient un rejet catégorique des élections, essentiellement la délégitimation de Poutine en tant que premier responsable de la présidence de la Fédération de Russie. Vous refusez de le reconnaître comme président, affirmant qu'il n'y a pas eu d'élection et que le pouvoir a été usurpé. Cependant, il est important de souligner que l'usurpation est illégale selon les lois de la Fédération de Russie, la Constitution et d'autres actes normatifs. Mais vous êtes prêt à poursuivre les négociations avec lui dans le cas où elles concernent des questions décisives, les questions principales de la guerre et de la paix. Malheureusement, rien à faire. Il a pris le pouvoir. Il dirige un pays presque aussi grand que 150 millions de personnes sous un régime totalitaire. Il a commencé la guerre avec le voisin occidental de l'Ukraine. Tu ne fais rien. Oui, bien sûr, il faudra négocier avec lui lorsque le moment approprié viendra, quand cette opportunité se présentera. Cependant, vous n'êtes pas obligé de le reconnaître en tant que président, en tant que personne élue, en tant que premier responsable du pays, qui est généralement considéré comme un agresseur, qui mène une politique agressive non seulement envers l'Ukraine et d'autres voisins, mais aussi envers le monde civilisé tout entier. Et ici, je pense qu'il y a un gros problème de compréhension de ce qui se passe en Russie. Il faut le dire spécifiquement. Le fait est que lorsque Jack Sullivan, conseiller en sécurité nationale, formule son attitude à l'égard de ce qui s'est passé le 17 mars en Russie, il part toujours du principe qu'il y a des élections, par exemple celles qui ont lieu en Amérique. Et alors la question devient naturelle. Oui, il y a eu des élections, oui, Poutine s'est déclaré président, mais c'était des falsifications, c'est-à-dire que la procédure n'a pas été respectée et il n'y a pas eu d'élection du point de vue de la concurrence entre les candidats indépendants. Ils n'ont pas eu de débat, ils n'ont pas pu exprimer librement leur point de vue, etc. Rien de tout cela n'existe en Russie. En d'autres termes, il n'y a pas du tout d'élection en tant que processus, pas d'élection en tant que procédure, pas d'élection en tant qu'institution, source de formation du pouvoir en Russie. Comprendre ça est crucial. Peu importe les politifications, 20 millions ou 100 millions de voix ont été jetées, cela n'a aucune importance. Cela ne joue aucun rôle. Le fait est que le pouvoir actuel en Russie annonce simplement un chiffre de soutien à Poutine de plus de 87% des voix, de manière totalement arbitraire et sans aucune base factuelle ou justification valable. Elle est réelle, ce n'est pas une question d'irréalité, vous comprenez? C'est comparable aux élections staliniennes. Dans les années 30 et 40, des élections ont eu lieu en Union soviétique malgré le régime totalitaire. Après la guerre, des élections échelonnées ont été organisées dans l'Union soviétique. Les organes du pouvoir soviétique étaient élus et y participaient. Oui, il y avait un candidat, pas plusieurs, mais il différait peu des élections actuelles sous Poutine. Vous comprenez?
Mais les élections ne peuvent pas être appelées ainsi. Quand une personnalité aussi responsable que Jack Sullivan parle des élections en Russie, cela crée une opportunité de manipuler cette notion de formation d'organes de pouvoir. En Amérique, il fait référence à ces élections et à leur rôle dans la création de ces organes de pouvoir. Alors il est dit que ce sont de mauvais choix. C'est le point de vue des États-Unis. Et la Russie dit que non, ce sont de bonnes élections. Et il faut parler du fait qu'il n'y a pas du tout d'élections. C'est une dictature militaire tataritaire, une dictature militariste, une dictature criminelle qui a pris le pouvoir et maintient la population du pays sous un contrôle total et absolu. Et alors, en fait, il est évident qu'il n'y a pas de président en Russie. Il est impossible d'appeler Poutine président. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas négocier directement avec lui ou par l'intermédiaire de messagers. C'est possible, mais cela ne change pas le fait que vous ne devriez pas le considérer comme égal à vous-même. Biden n'est pas égal à Poutine. Si Trump remporte les élections, il ne sera pas égal au président russe. Il négocie simplement avec la partie, son représentant. Oui, la Russie aujourd'hui, c'est Poutine, mais cela ne signifie pas du tout que les autres pays, les pays civilisés, doivent le reconnaître en tant que président de la Fédération de Russie. Quelqu'un dira que cela n'a pas d'importance, comment cela s'appelle, mais appelez-le par n'importe quel autre terme. Et en réalité, c'est très important car les États-Unis, tout comme d'autres pays civilisés, comme la France et ainsi de suite, se basent sur la primauté des normes du droit international. Cela signifie qu'ils reconnaissent le droit international comme un instrument pour garantir les relations avec d'autres pays. Ils sont basés sur des lois internationales. En Russie, cela ne provient pas de ce primate. Ils partent des lignes rouges de leur propre compréhension du droit et de tout ce qu'ils veulent. Mais cela n'a rien à voir avec le droit international. Et si les pays sont dirigés de manière civilisée par le droit international, alors ils ne peuvent pas reconnaître le président russe Poutine. Il n'est pas égal à eux. C'est le chef d'un gang qui a pris le contrôle d'un immense pays, a capturé ses ressources, possède des armes nucléaires, exploite cette population en l'envoyant mourir et tuer sur le territoire d'un pays voisin, mais il n'est en aucun cas président de ce pays. Il n'est pas à la hauteur du président Macron, du président Biden et de tout autre représentant des sociétés civilisées, des sociétés libres. Quelqu'un dira que c'est un jeu rhétorique. Vous essayez simplement de discuter des mots, mais ce n'est pas le cas. Car si vous le considérez comme une partie équivalente et complète des négociations, vous appliquez alors les normes juridiques et les exigences que vous présentez à toute personne civilisée, et vous devez parler avec lui comme avec un criminel de guerre, une personne qui a usurpé le pouvoir, et alors d'autres règles s'appliquent complètement. Vous n'êtes pas obligé de respecter les normes du droit international à l'égard de Poutine. Comprenez-vous, il cesse d'avoir un effet. Vous pouvez utiliser la force militaire, la ruse, la tromperie, comprenez-vous, parce que tout cela est permis à l'égard d'un criminel. C'est permis, c'est en quelque sorte la différence clé dans la compréhension de ce qui s'est passé en Russie. Oui, pour la conscience américaine, pour le citoyen américain, même pour l'établissement américain, il est impossible de comprendre complètement ce qui se passe en Russie. Cela ne fonctionne pas de cette façon, comprenez-vous. Ceux qui vivent dans un système d'élection libre ne peuvent pas comprendre comment tout cela peut fonctionner jusqu'à la fin. Lorsque les électeurs déposent leur bulletin dans l'urne, ils n'ont aucun impact sur le résultat final. Ce dernier est ensuite annoncé publiquement, fournissant des informations précises sur le nombre de voix reçues par chaque candidat lors du processus électoral. Le véritable classement de Poutine est bien sûr inférieur. Cela ne signifie pas que la plupart des gens ne le soutiennent pas par peur, par soutien idéologique, traditionnel ou autre. Mais je tiens à souligner une fois de plus que les normes du droit international ne devraient pas s'appliquer à Poutine, qui sont acceptées dans la société civilisée à l'égard des dirigeants de pays qui respectent ce droit. Comprenez-vous? En ce qui le concerne, les lois militaires doivent s'appliquer et même les négociations qui peuvent être menées avec lui doivent être menées précisément sur la base de cette thèse importante selon laquelle il n'a aucun droit du point de vue du droit international, il ne peut rien exiger, vous comprenez, et les normes humanitaires ou juridiques internationales ne doivent pas s'appliquer à lui. Tout est permis à son égard sans aucune restriction ou limitation quelconque. Tant que cette considération primordiale ne sera pas prise en compte dans l'action, si elle n'est pas suivie, Poutine remportera toujours la victoire. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Il enfreint les règles du monde civilisé. Il se nourrit de leur respect, en abuse et en profite sans vergogne, causant ainsi des dommages considérables. Et le monde lui répond selon les règles du monde civilisé. Mais on ne peut pas le faire dans toutes les circonstances.
J'ai un grand appréciation pour votre formule selon laquelle il est en réalité plus égal que les autres. Oui, il a usurpé le pouvoir, oui, il le contrôle, mais quand nous regardons avec vous la liste de ceux qui l'ont félicité pour sa réélection, c'est son égal, car hier c'était les Foussites, aujourd'hui c'est le Hamas. Je ne me souviens pas, peut-être que les représentants des talibans n'ont pas encore réussi, c'est la Corée du Nord, l'Iran, le président autoproclamé de la Biélorussie, Loukachenko, bien sûr, il y a aussi Jinping, le leader de la Chine, il y a le président de la Turquie, mais ils sont plutôt l'exception que la règle où ils se trouvent, donc il est impossible de le considérer comme égal. En même temps, Poutine essaie d'utiliser son arme préférée, qu'il a instantanément activée le 18 après l'annonce des résultats des élections, pour rappeler que la Russie est une puissance nucléaire et qu'ils prétendent ne rien craindre. Cela souligne clairement leur force militaire et leur confiance inébranlable, démontrant ainsi leur statut de puissance mondiale. Poutine n'a pas exclu un conflit à grande échelle avec l'OTAN. Poutine a déclaré qu'il voyait les risques de développement des événements jusqu'au niveau de la précédente guerre mondiale. Et pourquoi est-ce que je m'en souviens? En outre, bien sûr, c'est une sorte de bluff et de rhétorique de chantage, la Troisième Guerre mondiale n'exclut personne. Surtout lorsque nous parlons avec vous de chantage nucléaire, il est probablement principalement dirigé contre l'Europe et l'Amérique. Aujourd'hui est très intéressant et Donald Trump a dit qu'il dit non, non, attendez, si je deviens président, je ne vais pas sortir de l'OTAN. Cependant, ces menaces, comment doivent-elles être perçues quelque part à l'ouest, de l'autre côté de l'océan? Voici un président qui devrait être dans l'euphorie. La première chose qu'il dit, c'est que je vais tuer encore plus, je vais envoyer encore plus de gens au massacre. Alors préparez-vous, êtes-vous prêt à payer la même facture? Je tiens à souligner que ce que dit Poutine, c'est ce qu'il pense. Voici une thèse très importante. Souvent, dans la rhétorique occidentale, on remet en question les déclarations de Poutine et de son entourage lors des élections, ainsi que celles faites pendant l'activité politique ou la guerre en Ukraine, en affirmant qu'elles ne sont pas vraiment véridiques. Par exemple, il a cet individu contrôlé, disons, Medvedev, qui a été président de la Fédération de Russie de 2008 à 2012. Il est important de noter que Medvedev a exercé ses fonctions après Poutine et avant d'être remplacé par lui-même. Naturellement, il n'était pas du tout président. C'était une figure factice, pas une vraie figure. Le pouvoir réel n'a jamais quitté les mains de Poutine, mais il évoque la possibilité d'une attaque nucléaire sur les villes d'Europe, Londres, Berlin, Kiev. Attaque nucléaire. Ces individus sont réellement prêts à exécuter cette attaque nucléaire. Le dilemme réside dans le fait que l'Occident ne doit pas reculer. L'Occident ne doit pas céder à cet état d'esprit et tenter de négocier avec Poutine pour le calmer et lui faire des concessions quelles qu'elles soient. Pour éviter une guerre nucléaire, il faut montrer de la force, pas de la faiblesse. Il faut montrer la volonté de mener une guerre nucléaire, comme Macron le fait actuellement, qui a déclaré: désolé, nous sommes aussi une puissance nucléaire, nous avons aussi des armes nucléaires et nous avons des missiles porteurs. Essayez de nous interdire. Si nous décidons de prendre la décision d'envoyer en Ukraine, un contingent de troupes françaises comprend 1 heure de conversation et il s'agit de près de 2000 militaires, possiblement de la Légion étrangère. Françaises seront envoyées en Ukraine à ce sujet. La partie russe déclare probablement pas par hasard. Comme je le comprends, ils ont déjà certaines informations, elles ont peut-être été transmises par un canal semi-officiel, ils ont été avertis que des militaires français seraient présents sur le territoire de l'Ukraine et pourraient éventuellement effectuer certaines missions militaires sur le territoire de l'Ukraine. Nous ne savons pas encore quelles négociations auront lieu entre Kiev et Paris sur la mission de ces militaires français pour résoudre la question de la fin de la guerre en Ukraine. Je pense que cela est principalement dû à une réponse de puissance de la part de l'Europe, de la part de la France. On peut appliquer la même logique à la question des menaces nucléaires. Si Poutine menace régulièrement avec des armes nucléaires, l'Occident devrait faire de même en déclarant qu'il pourrait ou non utiliser des armes nucléaires en réponse. Est-ce que l'Occident doit montrer sa volonté de participer à la Troisième Guerre mondiale ou est-ce déjà la Quatrième Guerre mondiale là-bas? Si cela est clairement indiqué, nous sommes prêts à participer à une guerre nucléaire. Il n'y aura pas de guerre nucléaire. Poutine ne se lancera pas dans une guerre nucléaire en l'initiant lui-même afin d'éviter les conséquences de cette guerre nucléaire, non seulement sur le pouvoir en Russie, mais aussi sur le plan physique et géopolitique. Parce qu'il n'y aura pas d'autre issue ici. Il n'est pas prêt pour ça. Il ne veut pas ça. Il veut atteindre tous ses objectifs politiques par le chantage qu'il a déclaré dans le mémorandum de Poutine en décembre 2021. Il a demandé de conclure un accord avec Washington et un accord avec l'OTAN pour démilitariser la moitié des pays membres de l'OTAN. Il y a presque 15 pays.
Cela signifie qu'ils doivent être démilitarisés jusqu'à la frontière de mai 1997. C'est-à-dire que ces pays, principalement des pays de l'ancien bloc de l'Est, doivent cesser d'exister en tant que pays de facto de l'OTAN. Les conditions de sécurité de l'OTAN ne doivent pas s'appliquer à eux, car si vous retirez toutes les armes, les forces armées, etc., cela donnerait effectivement à l'agresseur la possibilité de transférer à l'agresseur, représenté par la Russie, la possibilité d'occuper ces pays. Et compter uniquement sur le fait que Poutine ne voudra pas occuper ces pays volontairement. Cependant, nous observons ces actions agressives envers les pays baltes, la Finlande, la Pologne et d'autres pays voisins de la région. Eh bien, y compris la Moldavie. Il est déjà en guerre en Ukraine. Pourquoi devrait-il renoncer à ses intentions agressives à l'égard des autres pays voisins? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'arrêtera si l'Occident montre de la faiblesse? Et seulement si l'Occident démontre sa volonté de participer à la guerre et le fait de manière démonstrative, publiquement, pour prouver cette volonté, c'est-à-dire simplement commencer à déplacer des troupes, à mener des exercices, à déployer des armes nucléaires, alors il n'y aura certainement pas de guerre. Poutine ne sera pas la seule personne responsable de la résolution de cette question. Il peut mettre en danger la vie des autres, mais en aucun cas la sienne ne sera mise en péril. Son environnement est prêt à risquer la vie des citoyens ordinaires russes, mais pas sa propre vie. Il est important de souligner cela. Par conséquent, la réponse à la rhétorique nucléaire de Poutine doit être claire, nette et la même réponse, impliquant la possibilité d'une guerre nucléaire, le début d'une guerre nucléaire. Et alors, on peut éviter la guerre nucléaire. Je vais vous demander, Marc, il est clair que vous parlez du fait que c'est qui battra qui. L'agresseur doit savoir qu'il recevra une réponse, pas attaquer en premier comme Poutine. Mais en même temps, si l'Europe, à mon avis, est en grande partie solidaire de votre philosophie, ils se préparent, ils font des déclarations très tranchantes et continuent d'aider l'Ukraine alors qu'en Amérique, pendant que les sénateurs décident de prêter de l'argent, de donner simplement de l'argent à l'Ukraine, Donald Trump intervient et quand on lui demande de l'aide, s'il devient président et quand les électeurs américains décideront il aidera l'Ukraine, Donald Trump laisse entendre qu'il espère beaucoup que pendant ce temps, disons 9 mois, la guerre prendra fin et qu'il ne sera pas nécessaire de transmettre quoi que ce soit. Il s'avère qu'aux États-Unis d'Amérique, tout le monde ne professe pas la philosophie de résister à l'agresseur. Oui, peut-être que cela se terminera simplement. Cette guerre ne sera pas pour nous. Que pensez-vous de cette approche? Je pense que ce n'est rien de plus qu'une thèse préélectorale, rien de plus qu'un geste effectué dans le cadre de la campagne électorale. Trump ne souhaite pas actuellement divulguer l'ordre précis de ses actions pour résoudre la guerre qui sévit en Ukraine. Je le pense. Il essaie d'éviter de dire précisément ce qu'il compte faire. Je suppose qu'il part du principe qu'il aura une conversation avec Poutine. Il dit qu'il sera le dernier à parler entre Poutine et Zelensky. Cependant, il reste à voir comment les choses se dérouleront et quelles seront les décisions prises. Il dira diviser territoire. Territoires occupés rendus Russie, territoires non occupés mais contrôlés Kiev, près 80% territoires rendus Ukraine. Et l'Ukraine a le droit de faire tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire s'intégrer à l'OTAN, s'intégrer à l'Union européenne, partir définitivement vers l'Ouest. Poutine ne veut pas ça. Poutine, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et cette compréhension importante du processus, est que Poutine veut toute l'Ukraine à 100%. Maintenant, nous comprenons qu'il veut non seulement l'Ukraine, mais aussi le corridor de Suwalki jusqu'à Kaliningrad à travers la Lituanie, Chisinau et la Moldavie, la Géorgie et d'autres morceaux de territoire des pays baltes, et ainsi de suite. En d'autres termes, la vérité est que Trump lui-même n'a pas de plan complet sur la façon de résoudre ce conflit. Il ne compte que sur ses compétences de frappe en tant qu'homme d'affaires développeur. Il ne saisit pas la véritable nature de son interlocuteur jusqu'à la fin. Et je suis de plus en plus enclin à penser qu'il est une figure politique excentrique. Si jamais il remporte les élections, il sera confronté à l'impossibilité de résoudre ce problème car il se voit lui-même comme un homme d'affaires, un négociateur, une personne qui se comporte très confiante envers les autres dirigeants des pays. Et cela ne lui sera pas d'une grande aide. Les choses ont été poussées très loin. Il s'appuie sur son expérience de 4 ans, de l'âge de 16 à 20 ans, lorsqu'il a rencontré Kim Jong-un ainsi que d'autres dirigeants politiques. Selon lui, il a été en mesure de résoudre certains problèmes spécifiques en utilisant des tactiques comme les menaces, le chantage et la pression, entre autres. Mais maintenant, la guerre est en cours. Il devra négocier avec une personne qui utilise tous les outils à sa disposition pour atteindre ses objectifs politiques personnels. Poutine est exactement comme ça. Et si cette question était alors un danger potentiel provenant de Moscou à l'adresse de Kiev, maintenant c'est un danger réel et urgent. C'est déjà une véritable guerre. Ce sont de véritables événements militaires liés aux actions de Poutine. Comprenez-vous?
Et dans les conditions de guerre, il est tout à fait impossible de négocier au niveau des concepts, au niveau d'une certaine éthique acceptée, d'une éthique commerciale, si vous voulez. Ici, d'autres considérations s'appliquent. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Un exemple concret est la façon dont les Russes déploient leurs troupes sur les territoires qu'ils ont occupés. Les territoires occupés sont utilisés contre l'agression, y compris dans les eaux de la mer Noire, affectant l'Ukraine et les pays européens. Et bien sûr, les territoires occupés sont également une source de personnes pour la mobilisation forcée. Il y avait certaines personnes qui auraient malheureusement pu être utilisées dans la guerre contre l'Europe. Mieux vaut se rappeler et refuser toute occupation. Merci beaucoup Marc pour cette conversation. Amis, je vous rappelle que c'est très important pour nous. Votre avis sur les sujets que nous abordons aujourd'hui, en particulier les élections en Russie, est-il d'accord ou pas d'accord? Commentez votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Feigenwort, de nous laisser un like, c'est très important pour nous. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir à tous, au revoir.